Chapitre 19. Ce sentiment qui grossit le danger ne manqua pas son effet ordinaire sur notre imagination, en nous représentant les capitaines anglais et hollandais comme des gens incapables d'entendre raison, de distinguer l'honnête homme d'avec le coquin, de discerner une histoire en l'air, calculée pour nous nuire et dans le dessein de tromper, d'avec le récit simple et vrai de tout notre voyage, de nos opérations et de nos projets. Car nous avions sans moyen de convaincre toute créature raisonnable que nous n'étions pas des pirates. Notre cargaison, la route que nous tenions, la franchise avec laquelle nous nous montrions et nous étions entrés dans tel et tel port, la forme et la faiblesse de notre bâtiment, le nombre de nos hommes, la paucité de nos armes, la petite quantité de nos munitions, la rareté de nos vivres, n'était-ce pas là tout autant de témoignages irrécusables? L'opium et les autres marchandises que nous avions à bord auraient prouvé que le navire était allé au Bengale. Les Hollandais, qui, disait-on, avaient tous les noms des hommes de son ancien équipage, auraient vu aisément que nous étions un mélange d'Anglais, de Portugais et d'Indiens, et qu'il n'y avait parmi nous que 2 Hollandais. Toutes ces circonstances et bien d'autres encore auraient suffi, et au-delà, pour rendre évident à tout capitaine, entre les mains de qui nous serions tombés, que nous n'étions pas des pirates. Mais la peur, cette aveugle et vaine passion, nous troublait et nous jetait dans les vapeurs. Elle brouillait notre cervelle, et notre imagination abusée enfantait 1000 terribles choses moralement impossibles. Nous nous figurions, comme on nous l'avait rapporté, que les marins des navires anglais et hollandais, que ces derniers particulièrement, étaient si enragés au seul nom de pirates, surtout si furieux de la déconfiture de leur chaloupe et de notre fuite, que, sans se donner le temps de s'informer si nous étions ou non des écumeurs, et sans vouloir rien entendre, ils nous exécuteraient sur-le-champ. Pour qu'ils daignassent faire plus de cérémonie, nous réfléchissions que la chose avait à leurs yeux de trop grandes apparences de vérité. Le vaisseau n'était-il pas le même? Quelques-uns de leurs matelots ne le connaissaient-ils pas? N'avaient-ils pas fait partie de son équipage? Et dans la rivière de Cambodge, lorsque nous avions eu vent qu'ils devaient descendre pour nous examiner, n'avions-nous pas battu leur chaloupe et levé le pied? Nous ne mettions donc pas en doute qu'ils ne fussent aussi pleinement assurés que nous étions pirates, que nous nous étions convaincus du contraire. Et souvent, je disais que je ne savais si nos rôles changeaient, notre cas devenu le leur, je n'eusse pas considéré tout ceci comme de la dernière évidence, et me fusse fait aucun scrupule de tailler en pièces l'équipage, sans croire, et peut-être même sans écouter, ce qu'il aurait pu alléguer pour sa défense. Quoi qu'il en fût, telles avaient été nos appréhensions, et mon partenaire et moi, nous avions rarement fermé l'œil sans rêver corps des grandes vergues, c'est-à-dire potence, sans rêver que nous combattions, que nous étions pris, que nous tuions et que nous étions tués. Une nuit, entre autres, dans mon songe, j'entrai dans une telle fureur, m'imaginant que les Hollandais nous abordaient et que j'assommais un de leurs matelots, que je frappai du poing contre le côté de la cabine où je couchais, et avec une telle force que je me blessai très grièvement la main, que je me foulai les jointures, que je me meurtris et déchirai la chair. À ce coup, non seulement je me réveillai en sursaut, mais encore je fus en transe un moment d'avoir perdu 2 doigts. Une autre crainte dont j'avais été possédé, c'était le traitement cruel que nous feraient les Hollandais si nous tombions entre leurs mains. Alors, l'histoire d'Amboine me revenait dans l'esprit, et je pensais qu'ils pourraient nous appliquer à la question comment cette île ils y avaient appliqué nos compatriotes, et forcés par la violence de la torture, quelques-uns de nos hommes à confesser des crimes dont jamais ils ne s'étaient rendus coupables, à s'avouer eux et nous tous pirates, afin de pouvoir nous mettre à mort avec quelques apparences de justice. Poussés qu'ils seraient à cela par l'appât du gain, notre vaisseau et sa cargaison valant en somme 4 ou 5 000 livres sterling.
Toutes ces appréhensions nous avaient tourmentés, mon partenaire et moi, nuit et jour. Nous ne prenions point en considération que les capitaines de navires n'avaient aucune autorité pour agir ainsi, et que si nous nous constituions leurs prisonniers, ils ne pourraient se permettre de nous torturer, de nous mettre à mort sans être responsables quand ils retourneraient dans leur patrie. Au fait, ceux-ci n'avaient rien de bien rassurant, car s'ils eussent mal agi à notre égard, le bel avantage pour nous qu'ils fussent appelés à en rendre compte, car si nous avions été oxy tout d'abord, la belle satisfaction pour nous qu'ils en fussent punis quand ils rentreraient chez eux. Je ne pus m'empêcher de consigner ici quelques réflexions que je faisais alors sur mes nombreuses vicissitudes passées. Oh, combien je trouvais cruel que moi, qui avais dépensé 40 années de ma vie dans de continuelles traverses, qui avais enfin touché en quelque sorte au port vers lequel tendent tous les hommes, le repos et l'abondance, je me fusse volontairement jeté dans de nouveaux chagrins par mon choix funeste, et que moi, qui avais échappé à tant de périls dans ma jeunesse, j'en fusse venu sur le déclin de l'âge, dans une contrée lointaine, en lieu et circonstances où mon innocence ne pouvait m'être d'aucune protection, à me faire pendre pour un crime que, bien loin d'en être coupable, j'exécrais. À ces pensées succédait un élan religieux, et je me prenais à considérer que c'était là sans doute une disposition immédiate de la Providence, que je devais le regarder comme tel et m'y soumettre, que, bien que je fusse innocent devant les hommes, tant s'en fallait que je le fusse devant mon Créateur, que je devais songer aux fautes signalées dont ma vie était pleine, et pour lesquelles la Providence pouvait m'infliger ce châtiment, comme une juste rétribution. Enfin, que je devais m'y résigner, comme je me serais résigné à un naufrage s'il eût plu à Dieu de me frapper d'un pareil désastre. À son tour, mon courage naturel quelquefois reparaissait. Je formais de vigoureuses résolutions, je jurais de ne jamais me laisser prendre, donc jamais me laisser torturer par une poignée de barbares froidement impitoyables. Je me disais qu'il aurait mieux valu pour moi tomber entre les mains des sauvages, des cannibales, qui, s'ils m'eussent fait prisonnier, m'eussent à coup sûr dévoré, que de tomber entre les mains de ces messieurs, dont peut-être la rage s'assouvirait sur moi par des cruautés inouïes, des atrocités. Je me disais, quand autrefois j'en venais aux mains avec les sauvages, n'étais-je pas résolu à combattre jusqu'au dernier soupir? Et je me demandais pourquoi je ne ferais pas de même alors, puisque être pris par ces messieurs était pour moi une idée plus terrible que ne l'avait jamais été celle d'être mangé par les sauvages. Les Caraïbes, à leur rendre justice, ne mangeaient pas un prisonnier qu'ils n'eût rendu l'âme. Ils le tuaient d'abord, comme nous tuons un bœuf. Tandis que ces messieurs possédaient une multitude de raffinements ingénieux pour enchérir sur la cruauté de la mort. Toutes les fois que ces pensées prenaient le dessus, je tombais immanquablement dans une sorte de fièvre, allumée par les agitations d'un combat supposé. Mon sang bouillait, mes yeux étincelaient comme si j'eusse été dans la mêlée. Puis je jurais de ne point accepter de quartier, et quand je ne pourrais plus résister, de faire sauter le navire et tout ce qui s'y trouvait pour ne laisser à l'ennemi qu'un chétif butin dont il pût faire trophée. Mais aussi lourd qu'avait été le poids de ces anxiétés et de ces perplexités, tandis que nous étions à bord, aussi grande fut notre joie quand nous nous vîmes à terre, et mon partenaire me conta qu'il avait rêvé que ses épaules étaient chargées d'un fardeau très pesant qu'il devait porter au sommet d'une montagne. Il sentait qu'il ne pourrait le soutenir longtemps, mais était survenu le pilote portugais qui l'en avait débarrassé, la montagne avait disparu, et il n'avait plus aperçu devant lui qu'une plaine douce et unie. Vraiment, il en était ainsi. Nous étions comme des hommes qu'on a délivrés d'un pesant fardeau.
Pour ma part, j'avais le cœur débarrassé d'un poids sous lequel je faiblissais, et comme je l'ai dit, je fis serment de ne jamais retourner en mer sur ce navire. Quand nous fûmes à terre, le vieux pilote, devenu alors notre ami, nous procura un logement et un magasin pour nos marchandises, qui dans le fond ne faisaient à peu près qu'un. C'était une hutte contiguë à une maison spacieuse, le tout construit en canne et environné d'une palissade de gros roseaux pour garder des pilleries des voleurs, qui, à ce qu'il paraît, pullulent dans le pays. Néanmoins, les magistrats nous octroyèrent une petite garde. Nous avions un soldat qui, avec une espèce de hallebarde ou de demi-pique, faisait sentinelle à notre porte et auquel nous donnions une mesure de riz et une petite pièce de monnaie, environ la valeur de 3 pennies par jour. Grâce à tout cela, nos marchandises étaient en sûreté. La foire habituellement tenue dans ce lieu était terminée depuis quelque temps. Cependant, nous trouvâmes encore 3 ou 4 jonques dans la rivière et 2 japonniers, j'entends 2 vaisseaux du Japon, chargés de marchandises chinoises, attendant pour faire voile les négociants japonais qui étaient encore à terre. La première chose que fit pour nous notre vieux pilote portugais, ce fut de nous ménager la connaissance de 3 missionnaires catholiques qui se trouvaient dans la ville et qui s'y étaient arrêtés depuis assez longtemps pour convertir les habitants au christianisme. Mais nous crûmes voir qu'ils ne faisaient que de piteuses besognes et que les chrétiens qu'ils faisaient ne faisaient que de tristes chrétiens. Quoi qu'il en fût, ce n'était pas notre affaire. Un de ces prêtres était un Français qu'on appelait Père Simon, homme de bonne et joyeuse humeur, franc dans ses propos, et n'ayant pas la mine si sérieuse et si grave que les 2 autres, l'un portugais, l'autre génois. Père Simon était courtois, aisé dans ses manières et d'un commerce fort aimable. Ses 2 compagnons, plus réservés, paraissaient rigides et austères, et s'appliquaient tout de bon à l'œuvre pour laquelle ils étaient venus, c'est-à-dire à s'entretenir avec les habitants et à s'insinuer parmi eux toutes les fois que l'occasion s'en présentait. Souvent nous prenions nos repas avec ces révérends, et quoiqu'à vrai dire ce qu'ils appellent la conversion des Chinois au christianisme soit fort éloigné de la vraie conversion requise pour amener un peuple à la foi du Christ, et ne semble guère consister qu'à leur apprendre le nom de Jésus, à réciter quelques prières à la Vierge Marie et à son Fils, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, à faire le signe de la croix et autres choses semblables. Cependant, il me faut l'avouer, ces religieux qu'on appelle missionnaires ont une ferme croyance que ces gens seront sauvés et qu'ils sont l'instrument de leur salut. Dans cette persuasion, ils subissent non seulement les fatigues du voyage, les dangers d'une pareille vie, mais souvent la mort même, avec les tortures les plus violentes pour l'accomplissement de cette œuvre. Et ce serait de notre part un grand manque de charité, quelque opinion que nous ayons de leur besogne en elle-même et de leur manière de l'expédier, si nous n'avions pas une haute opinion du zèle qui la leur fait entreprendre à travers tant de dangers, sans avoir en vue pour eux-mêmes le moindre avantage temporel. Or, pour en revenir à mon histoire, ce prêtre français, Père Simon, avait, ce me semble, ordre du chef de la mission de se rendre à Pékin, résidence royale de l'empereur chinois, et attendait un autre prêtre qu'on devait lui envoyer de Macao pour l'accompagner. Nous nous trouvions rarement ensemble sans qu'il m'invitât à faire ce voyage avec lui, m'assurant qu'il me montrerait toutes les choses glorieuses de ce puissant empire, et entre autres la plus grande cité du monde. Cité, disait-il, que votre Londres et notre Paris réunis ne pourraient égaler. Il voulait parler de Pékin, qui, je l'avoue, est une ville fort grande et infiniment peuplée. Mais comme j'ai regardé ces choses d'un autre œil que le commun des hommes, j'en donnerai donc mon opinion en peu de mots, quand, dans la suite de mes voyages, je serai amené à en parler plus particulièrement. Mais d'abord, je retourne à mon moine ou missionnaire. Dînant un jour avec lui,
Nous trouvant tous fort gais, je lui laissai voir quelques penchants à le suivre, et il se mit à me presser très vivement, ainsi que mon partenaire, et à nous faire 1000 séductions pour nous décider. « D'où vient donc, Père Simon, dit mon partenaire, que vous souhaitez si fort notre société? Vous savez que nous sommes hérétiques, vous ne pouvez nous aimer ni goûter notre compagnie. »« Oh, s'écria-t-il, vous deviendrez peut-être de bons catholiques avec le temps. Mon affaire ici est de convertir des paysans, et qui sait si je ne vous convertirai pas aussi. »« Très bien, père, repris-je, ainsi vous nous prêcherez tout le long du chemin. »« Non, non, je ne vous importunerai pas. Notre religion n'est pas incompatible avec les bonnes manières. D'ailleurs, nous sommes tous ici censés compatriotes. Au fait, ne le sommes-nous pas eu égard au pays où nous nous trouvons? Et si vous êtes huguenot et moi catholique, au total, ne sommes-nous pas tous chrétiens? Tout au moins, ajouta-t-il, nous sommes tous de braves gens, et nous pouvons fort bien nous hanter sans nous incommoder l'un l'autre. » Je goûtai fort ces dernières paroles, qui rappelèrent à mon souvenir mon jeune ecclésiastique que j'avais laissé au Brésil. Mais il s'en fallait de beaucoup que ce père Simon approchât de son caractère. Car bien que père Simon n'eût en lui nulle apparence de légèreté criminelle, cependant il n'avait pas ce fond de zèle chrétien, de piété stricte, d'affection sincère pour la religion que mon autre bon ecclésiastique possédait et dont j'ai parlé longuement. Mais laissons un peu père Simon, quoiqu'il ne nous laissât point, ni ne cessât de nous solliciter de partir avec lui. Autre chose alors nous préoccupait. Il s'agissait de nous défaire de notre navire et de nos marchandises, et nous commencions à douter que nous le pussions, car nous étions dans une place peu marchande. Une fois même, je fus tenté de me hasarder à faire voile pour la rivière de Kilam et la ville de Nanking. Mais la Providence sembla alors, plus visiblement que jamais, s'intéresser à nos affaires. Et mon courage fut tout à coup relevé par le pressentiment que je devais, d'une manière ou d'une autre, sortir de cette perplexité et revoir enfin ma patrie. Pourtant, je n'avais pas le moindre soupçon de la voie qui s'ouvrirait. Et quand je me prenais quelquefois à y songer, je ne pouvais imaginer comment cela adviendrait. La Providence, dis-je, commença ici à débarrasser un peu notre route. Et pour la première chose heureuse, voici que notre vieux pilote portugais nous amena un négociant japonais qui, après s'être enquis des marchandises que nous avions, nous acheta en premier lieu tout notre opium. Il nous en donna un très bon prix et nous paya en or, au poids, parti en petites pièces au coin du pays, parti en petits lingots d'environ 10 ou 11 onces chacun. Tandis que nous étions en affaire avec lui pour notre opium, il me vint à l'esprit qu'il pourrait bien aussi s'arranger de notre navire, et j'ordonnai à l'interprète de lui en faire la proposition. À cette ouverture, il leva tout bonnement les épaules. Et quelques jours après, il revint avec un des missionnaires pour son truchement et me fit cette offre. « Je vous ai acheté, dit-il, une trop grande quantité de marchandises avant d'avoir la pensée ou que la proposition m'ait été faite d'acheter le navire, de sorte qu'il ne me reste pas assez d'argent pour le payer. Mais, si vous voulez le confier au même équipage, je le louerai pour aller au Japon, d'où je l'enverrai aux îles Philippines avec un nouveau chargement dont je paierai le fret avant son départ du Japon. Et à son retour, je l'achèterai. » Je prêtai l'oreille à cette proposition, et elle remua si vivement mon humeur aventurière que je conçus aussitôt l'idée de partir moi-même avec lui, puis de faire voile des îles Philippines pour les mers du Sud. Je demandai donc au négociant japonais s'il ne pourrait pas ne nous garder que jusqu'aux Philippines et nous congédier là. Il répondit que non, que la chose était impossible, parce qu'alors il ne pourrait effectuer le retour de sa cargaison, mais qu'il nous congédierait au Japon, à la rentrée du navire. J'y adhérai, toujours disposé à partir.
Mais mon partenaire, plus sage que moi, m'en dissuada, en me représentant les dangers auxquels j'allais courir, et sur ces mers, et chez les Japonais, qui sont faux, cruels et perfides, et chez les Espagnols des Philippines, plus faux, plus cruels et plus perfides encore. Mais pour amener à conclusion ce grand changement dans nos affaires, il fallait d'abord consulter le capitaine du navire et l'équipage, et savoir s'il voulait aller au Japon. Et tandis que cela m'occupait, le jeune homme que mon neveu m'avait laissé pour compagnon de voyage vint à moi et me dit qu'il croyait l'expédition proposée fort belle, qu'elle promettait de grands avantages et qu'il serait ravi que je l'entreprisse. Mais que si je ne me décidais pas à cela et que je voulusse l'y autoriser, il était prêt à partir comme marchand ou en toute autre qualité, à mon bon plaisir. « Si jamais je retourne en Angleterre, ajouta-t-il, et vous y retrouve vivant, je vous rendrai un compte fidèle de mon gain, qui sera tout à votre discrétion. » Il me fâchait réellement de me séparer de lui. Mais, songeant aux avantages qui étaient vraiment considérables, et que ce jeune homme était aussi propre à mener l'affaire à bien que qui que ce fût, j'inclinai à le laisser partir. Cependant, je lui dis que je voulais d'abord consulter mon partenaire et que je lui donnerais une réponse le lendemain. Je m'en entretins donc avec mon partenaire, qui s'y prêta très généreusement. « Vous savez, me dit-il, que ce navire nous a été funeste et que nous avons résolu tous les deux de ne plus nous y embarquer. Si votre intendant, ainsi appelait-il mon jeune homme, veut tenter le voyage, je lui abandonne ma part du navire pour qu'il en tire le meilleur parti possible. Et si nous vivons assez pour revoir l'Angleterre, et s'il réussit dans ses expéditions lointaines, il nous tiendra compte de la moitié du profit du louage du navire. L'autre moitié sera pour lui. » Mon partenaire, qui n'avait nulle raison de prendre intérêt à ce jeune homme, faisant une offre semblable, je me gardai bien d'être moins généreux. Et tout l'équipage consentant à partir avec lui, nous lui donnâmes la moitié du bâtiment en propriété, et nous reçûmes de lui un écrit par lequel il s'obligeait à nous tenir compte de l'autre. Et il partit pour le Japon. Le négociant japonais se montra un parfait honnête homme à son égard. Il le protégea au Japon, il lui fit obtenir la permission de descendre à terre, faveur qu'en général les Européens n'obtiennent plus depuis quelque temps. Il lui paya son fret très ponctuellement et l'envoya aux Philippines chargé de porcelaine du Japon et de la Chine avec un subrécarque du pays qui, après avoir trafiqué avec les Espagnols, rapporta des marchandises européennes et une forte partie de clous de girofle et autres épices. À son arrivée, non seulement il lui paya son fret, recta et grassement, mais encore, comme notre jeune homme ne se souciait point alors de vendre le navire, le négociant lui fournit des marchandises pour son compte, de sorte qu'avec quelque argent et quelques épices qu'il avait d'autre part et qu'il emporta avec lui, il retourna aux Philippines, chez les Espagnols, où il se défit de sa cargaison très avantageusement. Là, s'étant fait de bonnes connaissances à Manille, il obtint que son navire fût déclaré libre. Et le gouverneur de Manille, l'ayant loué pour aller en Amérique, à Acapulco, sur la côte du Mexique, il lui donna la permission d'y débarquer, de se rendre à Mexico et de prendre passage pour l'Europe, lui et tout son monde, sur un navire espagnol. Sur le point de nous séparer du bâtiment et de l'équipage, nous nous prîmes naturellement à songer à la récompense que nous devions donner aux deux hommes qui nous avaient avertis, si fort à propos, du projet formé contre nous dans la rivière de Cambodge. Le fait est qu'ils nous avaient rendu un service insigne, et qu'ils méritaient bien de nous, quoique, soit dit en passant, ils ne fussent eux-mêmes qu'une paire de coquins. Car, ajoutant foi à la fable qui nous transformait en pirates, et ne doutant pas que nous ne fussions enfuis avec le navire, ils étaient venus nous trouver, non seulement pour nous vendre la mèche de ce qu'on machinait contre nous,
mais encore pour s'en aller faire la course en notre compagnie. Et l'un d'eux avoua plus tard que l'espérance seule d'écumer la mer avec nous l'avait poussé à cette révélation. N'importe. Le service qu'ils nous avaient rendu n'en était pas moins grand. Et c'est pourquoi, comme je leur avais promis d'être reconnaissant envers eux, j'ordonnai premièrement qu'on leur payât les appointements qu'ils déclaraient, leur être dus à bord de leurs vaisseaux respectifs, c'est-à-dire à l'Anglais 9 mois de ses gages et 7 aux Hollandais. Puis, en outre et par-dessus, je leur fis donner une petite somme en or, à leur grand contentement. Je nommai ensuite l'Anglais maître canonnier du bord, le nôtre ayant passé lieutenant en second et commis aux vivres. Pour le Hollandais, je le fis maître d'équipage. Ainsi, grandement satisfaits, l'un et l'autre rendirent de bons offices, car tous les deux étaient d'habiles marins et d'intrépides compagnons. Nous étions alors à terre à la Chine, et si au Bengale je m'étais cru banni et éloigné de ma patrie, tandis que pour mon argent j'avais tant de moyens de revenir chez moi, que ne devais-je pas penser en ce moment où j'étais environ à 1000 lieues plus loin de l'Angleterre, et sans perspective aucune de retour. Seulement, comme une autre foire devait se tenir au bout de 4 mois dans la ville où nous étions, nous espérions qu'alors nous serions à même de nous procurer toutes sortes de produits du pays, et vraisemblablement de trouver quelques jonques chinoises ou quelques navires venant de Nankin qui seraient à vendre et qui pourraient nous transporter, nous et nos marchandises, où il nous plairait. Faisant fond là-dessus, je résolus d'attendre. D'ailleurs, comme nos personnes privées n'étaient pas suspectes, si quelques bâtiments anglais ou hollandais se présentaient, ne pouvions-nous pas trouver l'occasion de charger nos marchandises et d'obtenir passage pour quelque autre endroit des Indes moins éloigné de notre patrie? Dans cette espérance, nous nous déterminâmes donc à demeurer en ce lieu. Mais pour nous récréer, nous nous permîmes 2 ou 3 petites tournées dans le pays. Nous fîmes d'abord un voyage de 10 jours pour aller voir Nankin, ville vraiment digne d'être visitée. On dit qu'elle renferme 1 million d'âmes. Je ne le crois pas. Elle est symétriquement bâtie. Toutes les rues sont régulièrement alignées et se croisent l'une l'autre en ligne droite, ce qui lui donne une avantageuse apparence. Mais quand j'en viens à comparer les misérables peuples de ces contrées aux peuples de nos contrées, leurs édifices, leurs mœurs, leur gouvernement, leur religion, leur richesse et leur splendeur, comme disent quelques-uns, j'avoue que tout cela me semble ne pas valoir la peine d'être nommé, ne pas valoir le temps que je passerais à le décrire et que perdraient à le lire ceux qui viendront après moi. Il est à remarquer que nous nous ébahissons de la grandeur, de l'opulence, des cérémonies, de la pompe, du gouvernement, des manufactures, du commerce et de la conduite de ces peuples. Non parce que ces choses méritent de fixer notre admiration ou même nos regards, mais seulement parce que, tout rempli de l'idée primitive que nous avons de la barbarie de ces contrées, de la grossièreté et de l'ignorance qui y règne, nous ne nous attendons pas à y trouver rien de si avancé. Autrement, que sont leurs édifices au prix des palais et des châteaux royaux de l'Europe? Qu'est-ce que leur commerce auprès du commerce universel de l'Angleterre, de la Hollande, de la France et de l'Espagne? Que sont leurs villes au prix des nôtres pour l'opulence, la force, le faste des habits, le luxe des ameublements, la variété infinie? Que sont leurs ports, parsemés de quelques jonques et de quelques barques, comparés à notre navigation, à nos flottes marchandes, à notre puissante et formidable marine? Notre cité de Londres fait plus de commerce que tout leur puissant empire. Un vaisseau de guerre anglais, hollandais ou français de 80 canons battrait et détruirait toutes les forces navales des Chinois. La grandeur de leur opulence et de leur commerce, la puissance de leur gouvernement, la force de leurs armées nous émerveillent parce que, je l'ai déjà dit,
Accoutumés que nous sommes à les considérer comme une nation barbare, de païens, et à peu près comme des sauvages, nous ne nous attendons pas à rencontrer rien de semblable chez eux. Et c'est vraiment de là que vient le jour avantageux sous lequel nous apparaissent leur splendeur et leur puissance. Autrement, cela en soi-même n'est rien du tout. Car ce que j'ai dit de leurs vaisseaux peut être dit de leurs troupes et de leurs armées. Toutes les forces de leur empire, bien qu'ils puissent mettre en campagne 2 millions d'hommes, ne seraient bonnes ni plus ni moins qu'à ruiner le pays et à les réduire eux-mêmes à la famine. S'ils avaient à assiéger une ville forte de Flandre ou à combattre une armée disciplinée, une ligne de cuirassiers allemands ou de gendarmes français culbuterait toute leur cavalerie. 1 million de leurs fantassins ne pourraient tenir devant un corps de notre infanterie rangé en bataille et posté de façon à ne pouvoir être enveloppé, fussent-ils 20 contre 1. Voire même, je ne hablerais pas si je disais que 30 000 hommes d'infanterie allemande ou anglaise et 10 000 chevaux français brosseraient toutes les forces de la Chine. Il en est de même de notre fortification et de l'art de nos ingénieurs dans l'attaque et la défense des villes. Il n'y a pas à la Chine une place fortifiée qui pût tenir 1 mois contre les batteries et les assauts d'une armée européenne, tandis que toutes les armées des Chinois ne pourraient prendre une ville comme Dunkerque, à moins que ce ne fût par famine. L'assiégerait-elle 10 ans? Ils ont des armes à feu, il est vrai, mais elles sont lourdes et grossières et sujettes à faire long feu. Ils ont de la poudre, mais elle n'a point de force. Enfin, ils n'ont ni discipline sur le champ de bataille, ni tactique, ni habileté dans l'attaque, ni modération dans la retraite. Aussi, j'avoue que ce fut chose bien étrange pour moi, quand je revins en Angleterre, d'entendre nos compatriotes débiter de si belles bourdes sur la puissance, les richesses, la gloire, la magnificence et le commerce des Chinois, qui ne sont, je l'ai vu, je le sais, qu'un méprisable troupeau d'esclaves, ignorants et sordides, assujettis à un gouvernement bien digne de commander à tel peuple. Et en un mot, car je suis maintenant tout à fait lancé hors de mon sujet, et en un mot, dis-je, si la Moscovie n'était pas à une si énorme distance, si l'empire moscovite n'était pas un ramassis d'esclaves presque aussi grossier, aussi faible, aussi mal gouverné que les Chinois eux-mêmes, le tsar de Moscovie pourrait tout à son aise les chasser tous de leur contrée et la subjuguer dans une seule campagne. Si le tsar, qui, à ce que j'entends dire, devient un grand prince et commence à se montrer formidable dans le monde, se fût jeté de ce côté au lieu de s'attaquer aux belliqueux suédois, dans cette entreprise, aucune des puissances ne l'eût envié ou entravé. Il serait aujourd'hui empereur de la Chine, au lieu d'avoir été battu par le roi de Suède à Narva, où les Suédois n'étaient pas 1 contre 10. De même que les Chinois nous sont inférieurs en force, en magnificence, en navigation, en commerce et en agriculture, de même ils nous sont inférieurs en savoir, en habileté dans les sciences. Ils ont des globes et des sphères et une teinture des mathématiques, mais vient-on à examiner leurs connaissances, que les plus judicieux de leurs savants ont la vue courte, ils ne savent rien du mouvement des corps célestes, et sont si grossièrement et si absurdement ignorants que lorsque le soleil s'éclipse, ils s'imaginent qu'il est assailli par un grand dragon qui veut l'emporter. Et ils se mettent à faire un charivari avec tous les tambours et tous les chaudrons du pays pour épouvanter et chasser le monstre. Juste comme nous faisons pour rappeler un essaim d'abeilles. C'est là l'unique digression de ce genre que je me sois permise dans tout le récit que j'ai donné de mes voyages. Désormais, je me garderai de faire aucune description de contrées et de peuples. Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas de mon ressort. M'attachant seulement à la narration de mes propres aventures à travers une vie ambulante et une longue série de vicissitudes presque inouïes, je ne parlerai des villes importantes, des contrées désertes, des nombreuses nations que j'ai encore à traverser,
qu'autant qu'elles se lieront à ma propre histoire, et que mes relations avec elles le rendront nécessaire. J'étais alors, selon mon calcul le plus exact, dans le cœur de la Chine, par 30 degrés environ de latitude nord, car nous étions revenus de Nanking. J'étais toujours possédé d'une grande envie de voir Pékin, dont j'avais tant ouï parler. Et Père Simon m'importunait chaque jour pour que je fisse cette excursion. Enfin, l'époque de son départ étant fixée, et l'autre missionnaire qui devait aller avec lui étant arrivé de Macao, il nous fallait prendre une détermination. Je renvoyai Père Simon à mon partenaire, m'en référant tout à fait à son choix. Mon partenaire finit par se déclarer pour l'affirmative, et nous fîmes nos préparatifs de voyage. Nous partîmes assez avantageusement sous un rapport, car nous obtînmes la permission de voyager à la suite d'un des mandarins du pays, une manière de vice-roi ou principaux magistrats de la province où il réside, tranchant du grand, voyageant avec un grand cortège et force grand hommage de la part du peuple, qui souvent est grandement appauvri par eux, car tous les pays qu'ils traversent sont obligés de leur fournir des provisions à eux et à toutes leurs séquelles. Une chose que je ne laissais pas de remarquer particulièrement en cheminant avec les bagages de celui-ci, c'est que, bien que nous reçussions des habitants de suffisantes provisions pour nous et nos chevaux, comme appartenant aux mandarins, nous étions néanmoins obligés de tout payer ce que nous acceptions, d'après le prix courant du lieu. L'intendant ou commissaire des vivres du mandarin nous soutirait très ponctuellement ce revenant bon, de sorte que si voyager à la suite du mandarin était une grande commodité pour nous, ce n'était pas une haute faveur de sa part. C'était, tout au contraire, un grand profit pour lui, si l'on considère qu'il y avait une trentaine de personnes chevauchant de la même manière sous la protection de son cortège, ou, comme nous disions, sous son convoi. C'était, je le répète, pour lui un bénéfice tout clair. Il nous prenait tout notre argent pour les vivres que le pays lui fournissait pour rien. Pour gagner Pékin, nous eûmes 25 jours de marche à travers un pays extrêmement populeux, mais misérablement cultivé. Quoiqu'on préconise tant l'industrie de ce peuple, son agriculture, son économie rurale, sa manière de vivre, tout cela n'est qu'une pitié. Je dis une pitié, et cela est vraiment tel, comparativement à nous, et nous semblerait ainsi à nous qui entendons la vie, si nous étions obligés de le subir. Mais il n'en est pas de même pour ces pauvres diables qui ne connaissent rien d'autre. L'orgueil de ces pérores est énorme. Il n'est surpassé que par leur pauvreté, et ne fait qu'ajouter à ce que j'appelle leur misère. Il m'est avis que les sauvages tout nus de l'Amérique vivent beaucoup plus heureux. S'ils n'ont rien, ils ne désirent rien. Tandis que ceux-ci, insolents et superbes, ne sont après tout que des gueux et des valets. Leur ostentation est inexprimable. Elle se manifeste surtout dans leurs vêtements, dans leurs demeures et dans la multitude de laquais et d'esclaves qu'ils entretiennent. Mais ce qui met le comble à leur ridicule, c'est le mépris qu'ils professent pour tout l'univers, excepté pour eux-mêmes. Sincèrement, je voyageai par la suite plus agréablement dans les déserts et les vastes solitudes de la Grande Tartarie que dans cette Chine où cependant les routes sont bien pavées, bien entretenues et très commodes pour les voyageurs. Rien ne me révoltait plus que de voir ce peuple si hautain, si impérieux, si outrecuidant au sein de l'imbécilité et de l'ignorance la plus crasse. Car tout son fameux génie n'est que ça, et pas plus. Aussi, mon ami Père Simon et moi ne laissions-nous jamais échapper l'occasion de faire gorge chaude de leur orgueilleuse gueuserie. Un jour, approchant du manoir d'un gentilhomme campagnard, comme l'appelait Père Simon à environ 10 lieues de la ville de Nankin, nous eûmes l'honneur de chevaucher pendant environ 2 miles avec le maître de la maison, dont l'équipage était un parfait donquichotisme, un mélange de pompe et de pauvreté.
L'habit de ce crasse don eût merveilleusement fait l'affaire d'un scaramouche ou d'un fagotin. Il était d'un sale calicot surchargé de tout le pimpant harnachement de la casaque d'un fou. Les manches en étaient pendantes, de tous côtés ce n'était que satin, crevés et taillades. Il recouvrait une riche veste de taffetas, aussi grasse que celle d'un boucher, et qui témoignait que son honneur était un très exquis saligaud. Son cheval était une pauvre, maigre, affamée et cagneuse créature. On pourrait avoir une pareille monture en Angleterre pour 30 ou 40 shillings. 2 esclaves le suivaient à pied pour faire trotter le pauvre animal. Il avait un fouet à la main et il rossait la bête aussi fort et ferme du côté de la tête que ses esclaves le faisaient du côté de la queue. Et ainsi il s'en allait chevauchant près de nous avec environ 10 ou 12 valets. Et on nous dit qu'il se rendait à son manoir, à une demi-lieue devant nous. Nous cheminions tout doucement, mais cette manière de gentilhomme prit le devant. Et comme nous nous arrêtâmes 1 heure dans un village pour nous rafraîchir, quand nous arrivâmes vers le castel de ce grand personnage, nous le vîmes installé sur un petit emplacement devant sa porte et en train de prendre sa réfection, au milieu de cette espèce de jardin. Il était facile de l'apercevoir. Et on nous donna à entendre que plus nous le regarderions, plus il serait satisfait. Il était assis sous un arbre à peu près semblable à un palmier nain, qui étendait son ombre au-dessus de sa tête, du côté du midi. Mais, par luxe, on avait placé sous l'arbre un immense parasol qui ajoutait beaucoup au coup d'œil. Il était étalé et renversé dans un vaste fauteuil, car c'était un homme pesant et corpulent, et sa nourriture lui était apportée par 2 esclaves femelles. On en voyait 2 autres, dont peu de gentilshommes européens, je pense, eussent agréé le service. La première a becqué notre gentillâtre avec une cuillère. La seconde tenait un plat d'une main, et de l'autre tenait ce qui tombait sur la barbe ou la veste de taffetas de sa seigneurie. Cette grosse et grasse brute pensait au-dessous d'elle d'employer ses propres mains à toutes ces opérations familières que les rois et les monarques aiment mieux faire eux-mêmes plutôt que d'être touchés par les doigts rustiques de leurs valets. À ce spectacle, je me pris à penser aux tortures que la vanité prépare aux hommes, et combien un penchant orgueilleux, ainsi mal dirigé, doit être incommode pour un être qui a le sens commun. Puis, laissant ce pauvre air se délecter à l'idée que nous nous ébahissions devant sa pompe, tandis que nous le regardions en pitié et lui prodiguions le mépris, nous poursuivîmes notre voyage. Seulement Persimon eut la curiosité de s'arrêter pour tâcher d'apprendre quelles étaient les friandises dont ce châtelain se repaissait avec tant d'apparat. Il eut l'honneur d'en goûter et nous dit que c'était, je crois, un mets dont un dogue anglais voudrait à peine manger si on le lui offrait, c'est-à-dire un plat de riz bouilli, rehaussé d'une grosse gousse d'ail, d'un sachet rempli de poivre vert et d'une autre plante à peu près semblable à notre gingembre, mais qui a l'odeur du musc et la saveur de la moutarde. Le tout mis ensemble et mijoté avec un petit morceau de mouton maigre. Voilà quel était le festin de sa seigneurie, dont 4 ou 5 autres domestiques attendaient les ordres à quelque distance. S'il les nourrissait moins somptueusement qu'il se nourrissait lui-même, si par exemple on leur retranchait les épices, il devait faire maigre chère en vérité. Quant à notre mandarin avec qui nous voyagions, respecté comme un roi, il était toujours environné de ces gentilshommes, et entouré d'une telle pompe que je ne pus guère l'entrevoir que de loin. Je remarquai toutefois qu'entre tous les chevaux de son cortège, il n'y en avait pas un seul qui parût valoir les bêtes de somme de nos voituriers anglais. Ils étaient si chargés de housses, de caparaçons, de harnais et autres semblables friperies que vous n'auriez pu voir s'ils étaient gras ou maigres. On apercevait à peine le bout de leur tête et de leurs pieds. J'avais alors le cœur gai,
Débarrassé du trouble et de la perplexité dont j'ai fait la peinture, et ne nourrissant plus d'idées rongeantes, ce voyage me sembla on ne peut plus agréable. Je n'y essuyai d'ailleurs aucun fâcheux accident. Seulement, en passant à gué une petite rivière, mon cheval broncha et me désarçonna, c'est-à-dire qu'il me jeta dedans. L'endroit n'était pas profond, mais je fus trempé jusqu'aux os. Je ne fais mention de cela que parce que ce fut alors que se gâta mon livre de poche, où j'avais couché les noms de plusieurs peuples et de différents lieux dont je voulais me ressouvenir. N'en ayant pas pris tant le soin nécessaire, les feuillets se moisirent, et par la suite, il me fut impossible de déchiffrer un seul mot, à mon grand regret, surtout quant au nom de quelques places auxquelles je touchai dans ce voyage. Enfin, nous arrivâmes à Pékin. Je n'avais avec moi que le jeune homme que mon neveu le capitaine avait attaché à ma personne comme domestique, lequel se montra très fidèle et très diligent. Mon partenaire n'avait non plus qu'un compagnon, un de ses parents. Quant au pilote portugais, ayant désiré voir la cour, nous lui avions donné son passage, c'est-à-dire que nous l'avions défrayé pour l'agrément de sa compagnie et pour qu'il nous servît d'interprète, car il entendait la langue du pays, parlait bien français et quelque peu anglais. Vraiment, ce bonhomme nous fut partout on ne peut plus utile. Il y avait à peine une semaine que nous étions à Pékin, quand il vint me trouver en riant. « Ah, Seigneur Inglaise, me dit-il, j'ai quelque chose à vous dire qui vous mettra la joie au cœur. » « La joie au cœur, dis-je. Que serait-ce donc? Je ne sache rien dans ce pays qui puisse m'apporter ni grande joie ni grand chagrin. »« Oui, oui, dit le vieux homme en mauvais anglais, faire vous content et moi fâcheux. » C'est fâché qu'il voulait dire. Ceci piqua ma curiosité. « Pourquoi, repris-je, cela vous fâcherait-il ?»« Parce que, répondit-il, après m'avoir amené ici, après un voyage de 25 jours, vous me laisserez m'en retourner seul. Et comment ferai-je pour regagner mon port sans vaisseau, sans cheval, sans pécune ?» C'est ainsi qu'il nommait l'argent dans un latin corrompu qu'il avait en provision pour notre plus grande hilarité. Bref, il nous dit qu'il y avait dans la ville une grande caravane de marchands moscovites et polonais qui se disposaient à retourner par terre en Moscovie dans 4 ou 5 semaines, et que sûrement nous saisirions l'occasion de partir avec eux et le laisserions derrière sans revenir tout seul. J'avoue que cette nouvelle me surprit. Une joie secrète se répandit dans toute mon âme, une joie que je ne puis décrire, que je ne ressentis jamais, ni auparavant, ni depuis. Il me fut impossible pendant quelque temps de répondre un seul mot au bonhomme. À la fin, pourtant, en me tournant vers lui, « Comment savez-vous cela ?» fis-je. « Êtes-vous sûr que ce soit vrai ?»« Oui, da, reprit-il. J'ai rencontré ce matin dans la rue une de mes vieilles connaissances, un Arménien, ou, comme vous dites vous autres, un Grec, qui se trouve avec eux. Il est arrivé dernièrement d'Astrakhan et se proposait d'aller au Tonkin, où je l'ai connu autrefois. Mais il a changé d'avis et maintenant il est déterminé à retourner à Moscou avec la caravane, puis à descendre le Volga jusqu'à Astrakhan. « Eh bien, Seigneur, soyez sans inquiétude quant à être laissé seul. Si c'est un moyen pour moi de retourner en Angleterre, ce sera votre faute si vous remettez jamais le pied à Macao. » J'allai alors consulter mon partenaire sur ce qu'il y avait à faire, et je lui demandai ce qu'il pensait de la nouvelle du pilote et si elle contrariait ses intentions. Il me dit qu'il souscrivait d'avance à tout ce que je voudrais, car il avait si bien établi ses affaires au Bengale et laissé ses effets en si bonne main, que s'il pouvait convertir l'expédition fructueuse que nous venions de réaliser en soie de chines et crues et ouvrées, qui valussent la peine d'être transportés, il serait très content d'aller en Angleterre, d'où il repasserait au Bengale par les navires de la compagnie. Cette détermination prise, nous convînmes que, si notre vieux pilote portugais voulait nous suivre, nous le défraierions jusqu'à Moscou ou jusqu'en Angleterre, comme il lui plairait.
Certes, nous n'eussions point passé pour généreux si nous ne l'eussions pas récompensé davantage. Les services qu'il nous avait rendus valaient bien cela et au-delà. Il avait été non seulement notre pilote en mer, mais encore, pour ainsi dire, notre courtier à terre. Et en nous procurant le négociant japonais, il avait mis quelques centaines de livres sterling dans nos poches. Nous devisâmes donc ensemble là-dessus, et désireux de le gratifier, ce qui, après tout, n'était que lui faire justice, et souhaitant d'ailleurs de le conserver avec nous, car c'était un homme précieux en toute occasion, nous convînmes que nous lui donnerions, à nous deux, une somme en or monnayé, qui, d'après mon calcul, pouvait monter à 175 livres sterling, et que nous prendrions ses dépenses pour notre compte, les siennes et celles de son cheval, ne laissant à sa charge que la bête de somme qui transporterait ses effets. Ayant arrêté ceci entre nous, nous mandâmes le vieux pilote pour lui faire savoir ce que nous avions résolu. « Vous vous êtes plaint, lui dis-je, d'être menacé de vous en retourner tout seul. J'ai maintenant à vous annoncer que vous ne vous en retournerez pas du tout. Comme nous avons pris parti d'aller en Europe avec la caravane, nous voulons vous emmener avec nous, et nous vous avons fait appeler pour connaître votre volonté. » Le bonhomme hocha la tête et dit que c'était un long voyage, qu'il n'avait point de pécune pour l'entreprendre, ni pour subsister quand il serait arrivé. « Nous ne l'ignorons pas, lui dîmes-nous. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'intention de faire quelque chose pour vous, qui vous montrera combien nous sommes sensibles au bon office que vous nous avez rendu, et combien aussi votre compagnie nous est agréable. » Je lui déclarai alors que nous étions convenus de lui donner présentement une certaine somme, qu'il pourrait employer de la même manière que nous emploierions notre avoir, et que, pour ce qui était de ses dépenses, s'il venait avec nous, nous voulions le déposer à bon port, sauf mort ou événement, soit en Moscovie, soit en Angleterre, et cela à notre charge, le transport de ces marchandises excepté. Il reçut cette proposition avec transport, et protesta qu'il nous suivrait au bout du monde. Nous nous mîmes donc à faire nos préparatifs de voyage. Toutefois, il en fut de nous comme des autres marchands. Nous eûmes tous beaucoup de choses à terminer, et au lieu d'être prêts en 5 semaines, avant que tout fût arrangé, 4 mois et quelques jours s'écoulèrent. Ce ne fut qu'au commencement de février que nous quittâmes Pékin. Mon partenaire et le vieux pilote se rendirent au port où nous avions d'abord débarqué pour disposer de quelques marchandises que nous y avions laissées. Et moi, avec un marchand chinois que j'avais connu à Nankin et qui était venu à Pékin pour ses affaires, je m'en allai dans la première de ces 2 villes, où j'achetai 90 pièces de beau damas, avec environ 200 pièces d'autres belles étoffes de soie de différentes sortes, quelques-unes brochées d'or. Toutes ces acquisitions étaient déjà rendues à Pékin au retour de mon partenaire. En outre, nous achetâmes une partie considérable de soie écrue et plusieurs autres articles. Notre pacotille s'élevait, rien qu'en ces marchandises, à 3500 livres sterling. Et avec du thé, quelques belles toiles peintes et 3 charges de chameau en noix muscade et clous de girofle, elle chargeait pour notre part 18 chameaux, non compris ce que nous devions monter, ce qui, avec 2 ou 3 chevaux de main et 2 autres chevaux chargés de provisions, portait en somme notre suite à 26 chameaux ou chevaux. La caravane était très nombreuse, et autant que je puis me le rappeler, se composait de 300 ou 400 chevaux et chameaux, et de plus de 120 hommes très bien armés et préparés à tout événement. Car si les caravanes orientales sont sujettes à être attaquées par les Arabes, celles-ci sont sujettes à l'être par les Tartares, qui ne sont pas, à vrai dire, tout à fait aussi dangereux que les Arabes, ni si barbares quand ils ont le dessus. Notre compagnie se composait de gens de différentes nations, principalement de moscovites. Il y avait bien une 60aine de négociants ou habitants de Moscou, parmi lesquels se trouvaient quelques Livoniens,
et à notre satisfaction toute particulière, 5 Écossais, hommes de poids et qui paraissaient très versés dans la science des affaires. Après une journée de marche, nos guides, qui étaient au nombre de 5, appelèrent tous les gentlemen et les marchands, c'est-à-dire tous les voyageurs, excepté les domestiques, pour tenir, disait-il, un grand conseil. À ce grand conseil, chacun déposa une certaine somme à la masse commune pour payer le fourrage qu'on achèterait en route, lorsqu'on ne pourrait en avoir autrement, pour les émoluments des guides, pour les chevaux de louage et autres choses semblables. Ensuite, ils constituèrent le voyage, selon leur expression, c'est-à-dire qu'ils nommèrent des capitaines et des officiers pour nous diriger et nous commander en cas d'attaque, et assignèrent à chacun son tour de commandement. L'établissement de cet ordre parmi nous ne fut rien moins qu'inutile le long du chemin, comme on le verra en son lieu. La route de ce côté-là du pays est très peuplée. Elle est pleine de potiers et de modeleurs, c'est-à-dire d'artisans qui travaillent la terre à porcelaine, et comme nous cheminions, notre pilote portugais, qui avait toujours quelque chose à nous dire pour nous égayer, vint à moi en ricanant et me dit qu'il voulait me montrer la plus grande rareté de tout le pays, afin que j'eusse à dire de la Chine, après toutes les choses défavorables que j'en avais dites, que j'y avais vu une chose qu'on ne saurait voir dans tout le reste de l'univers. Intrigué au plus haut point, je grillai du savoir ce que ce pouvait être. À la fin, il le dit, que c'était une maison de plaisance, toute bâtie en marchandises de Chine, en Chinaware. J'y suis, lui dis-je. Les matériaux dont elle est construite sont toute la production du pays, et ainsi elle est toute en Chinaware, n'est-ce pas? Non, non, répondit-il. J'entends que c'est une maison entièrement de Chinaware, comme vous dites en Angleterre, ou de porcelaine, comme on dit dans notre pays. Soit, repris-je, cela est très possible, mais comment est-elle grosse? Pourrions-nous la transporter dans une caisse sur un chameau? Si cela se peut, nous l'achèterons. Sur un chameau? S'écria le vieux pilote levant ses 2 mains jointes. Peste! Une famille de 30 personnes y loge. Je fus alors vraiment curieux de la voir. Et quand nous arrivâmes auprès, je trouvai tout bonnement une maison de charpente, une maison bâtie, comme on dit en Angleterre, avec lattes et plâtre, mais dont tous les crépis étaient réellement de Chinaware, c'est-à-dire qu'elle était enduite de terre à porcelaine. L'extérieur, sur lequel dardait le soleil, était vernissé, d'un bel aspect, parfaitement blanc, peint de figures bleues, comme le sont les grands vases de Chine qu'on voit en Angleterre, et aussi dur que s'il eût été cuit. Quant à l'intérieur, toutes les murailles, au lieu de boiseries, étaient revêtues de tuiles durcies et émaillées, comme les petits carreaux qu'on nomme en Angleterre Gaily tiles, et toutes faites de la plus belle porcelaine, décorées de figures délicieuses, d'une variété infinie de couleurs, mélangées d'or. Une seule figure occupait plusieurs de ces carreaux, mais avec un mastic fait de même terre, on les avait si habilement assemblés qu'il n'était guère possible de voir où étaient les joints. Le pavé des salles était de la même matière et aussi solide que les aires de terre cuite en usage dans plusieurs parties de l'Angleterre, notamment dans le Lincolnshire, le Nottinghamshire et le Leicestershire. Il était dur comme une pierre et uni, mais non pas émaillé et peint, si ce n'est dans quelques petites pièces ou cabinets dont le sol était revêtu comme les parois. Les plafonds, en un mot tous les endroits de la maison, étaient faits de même terre. Enfin, le toit était couvert de tuiles semblables, mais d'un noir foncé et éclatant. C'était vraiment à la lettre un magasin de porcelaine. On pouvait à bon droit le nommer ainsi. Et si je n'eusse été en marche, je me serais arrêté là plusieurs jours pour l'examiner dans tous ses détails. On me dit que dans le jardin, il y avait des fontaines et des viviers dont le fond et les bords étaient pavés pareillement. Et le long des allées, de belles statues entièrement faites en terre à porcelaine et cuites tout d'une pièce.
C'est là une des singularités de la Chine. On peut accorder aux Chinois qu'ils excellent en ce genre. Mais j'ai la certitude qu'ils n'excellent pas moins dans les contes qu'ils font à ce sujet, car ils m'ont dit de si incroyables choses de leur habileté en poterie, des choses telles que je ne me soucie guère de les rapporter, dans la conviction où je suis qu'elles sont fausses. Un hableur me parla entre autres d'un ouvrier qui avait fait en faïence un navire, avec tous ses appareaux, ses mâts et ses voiles, assez grand pour contenir 50 hommes. S'il avait ajouté qu'il l'avait lancé, et que sur ce navire il avait fait un voyage au Japon, j'aurais pu dire quelque chose. Mais comme je savais ce que valait cette histoire, et, passez-moi l'expression, que le camarade mentait, je souris et gardai le silence. Cet étrange spectacle me retint pendant 2 heures derrière la caravane. Aussi celui qui commandait ce jour-là me condamna-t-il à une amende d'environ 3 shillings et me déclara-t-il que si c'eût été à 3 journées en dehors de la muraille, comme c'était à 3 journées en dehors, il m'en aurait coûté 4 fois autant, et qu'il m'aurait obligé à demander pardon au premier jour du conseil. Je promis donc d'être plus exact, et je ne tardai pas à reconnaître que l'ordre de se tenir tous ensemble était d'une nécessité absolue pour notre commun